vous expliquer l'histoire. Déjà, nous avons un suspect principal qui est Casey Joy, son colocataire. C'est le seul de tout son entourage à ne pas voir vraiment d'alibi. C'est ça. Alors, comment ils se sont rencontrés? Mirabelle est donc étudiante et elle a posté sur internet une petite annonce pour dire qu'elle recherchait un ou une colocataire. Et c'est donc Casey Joy qui a répondu à l'annonce. Quand ils se sont rencontrés, il y avait Mirabelle et sa sœur. Casey avait l'air très gentil. Et le point positif, on va dire, c'est qu'il n'avait pas forcément d'amis ni de famille. Et il a un peu donné cet argument-là en me disant que pour ses études, Mirabelle ne sera pas dérangée, que voilà, il ne fera pas de fête, qu'il est hyper silencieux, hyper calme, que ça sera comme s'il n'existait pas, quoi. Donc voilà comment le début de la colocation a démarré. Ça se passait très bien au point où Mirabelle et Casey sont même devenus amis, étant donné que Casey n'avait aucun entourage proche. Mirabelle a décidé de l'inviter au barbecue familiaux, etc. Au point où Casey est vraiment devenu un ami de la famille Ramos. Voilà, exactement. Il la considérait vraiment comme sa meilleure amie, elle était tout pour lui. Enfin, voilà, leur lien avait l'air quand même d'être assez fort et solide. Ensuite, par rapport aux dates, donc le lendemain du coup de sa disparition. Voilà. Alors c'est Casey Joy qui a lancé la disparition de Mirabelle. Il a d'abord envoyé un message à la sœur de Mirabelle pour lui dire qu'il s'inquiétait pour elle parce qu'elle n'était pas rentrée, etc. Et donc voilà comment ça a commencé. Nous avons interrogé évidemment la famille, les amis, les personnes qu'elle fréquentait régulièrement, les voisins, et évidemment tout le monde a un alibi à part Casey. La dernière fois où on a pu voir une vidéo de Mirabelle, c'était 2 jours avant sa disparition, donc le 2 mai, lorsqu'elle mettait une enveloppe dans la boîte aux lettres de la résidence pour payer le loyer. En interrogeant les proches de Mirabelle, on a su que ce jour-là, une dispute a éclaté entre Mirabelle et Casey, qui ne payait pas le loyer, et donc forcément ça crée des tensions. Ce soir-là, Mirabelle a appelé son ami Paul et l'a mis en haut-parleur devant Casey. Et donc Paul au téléphone lui a dit qu'il avait jusqu'au lendemain pour prendre ses affaires et partir. C'est le dernier appel qu'on ait depuis le téléphone de Mirabelle. Et Casey nous a dit que ce soir-là, après la dispute, lui il a pris sa voiture, il est parti, il est allé rouler. Apparemment ça lui fait du bien de rouler, donc il est allé rouler jusqu'à la forêt et il est revenu. Quand il est revenu, Mirabelle n'était plus là, pourtant sa voiture était toujours dans le garage et la lumière de sa chambre était allumée. Lorsque la police est arrivée, Casey n'était pas encore là. Ils ont défoncé la porte de la chambre de Mirabelle et tout était un peu en désordre. C'est que 1 heure après que Casey est venu, l'air de rien, pour demander ce qui se passait. Voilà, exactement. Ensuite, donc, le 4 mai, quelques heures après la disparition de Mirabelle, on a interrogé toutes les personnes à avoir vu Mirabelle en vie pour la dernière fois et on a très vite orienté notre enquête autour de Casey. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il l'a vu la veille, il est sorti et quand il est revenu, elle n'était plus là. Clairement, on sentait que quelque chose clochait dans son discours, on savait qu'il était en train de mentir. Le seul problème, c'est qu'on n'avait aucune preuve. Non, à ce jour, on n'a toujours aucune preuve. On a interrogé la sœur de Mirabelle aussi, qui nous a avoué que Casey était amoureux de Mirabelle. Il en avait parlé avec sa sœur qui lui a dit écoute, t'as aucune chance avec Mirabelle, c'est pas comme ça qu'elle te voit, etc. Du coup, il en a aussi parlé avec Mirabelle qui lui a confirmé qu'effectivement il n'y avait rien de plus, qu'ils s'étaient amis. Et à partir de là, Casey a commencé à changer, à se métamorphoser physiquement. Il s'est fait tatouer parce qu'un jour Mirabelle lui aurait dit
Et on a découvert que le 21 avril, Mirabel avait appelé le 911 pour dire qu'elle avait peur de son colocataire, qu'elle voulait qu'il parte, qu'il ne payait pas le loyer, que s'il arrivait quelque chose de grave, elle aurait fait ça pour se défendre. Du coup, une équipe de police est venue à l'appartement. Mirabel n'a pas porté plainte, par contre elle a juste dit qu'il voulait que Casey parte. Donc les agents de police lui avaient dit de partir. Donc ça c'était le 21 avril, exactement quelques jours avant la disparition. Pendant qu'on a interrogé Casey, il faisait vraiment semblant de pas comprendre l'anglais, de pas bien parler anglais, alors qu'il est aux États-Unis depuis vraiment tout petit. Donc il sait parler couramment l'anglais. On a remarqué aussi qu'il avait des égratignures au bras, donc il nous a dit qu'il allait souvent dans un parc et qu'il retirait des filets de pêche qui étaient coincés dans les buissons, donc que c'est comme ça qu'il a su s'égratiner, sauf que bon, les égratignures étaient vraiment fraîches. Totalement. Bah, tout de suite on s'est dit c'est lui, c'est Mirabel qui a essayé de se défendre. Ouais, le seul problème c'est que impossible de le prouver. Aucune preuve, rien. On a fouillé, les fouilles n'ont rien donné. Exactement. À partir du 5 mai, donc le lendemain, sa famille à Mirabel et beaucoup de personnes de la ville ont commencé à faire des fouilles en bénévolat. Il y a eu une veillée organisée le 13 mai par la famille. Casey s'y est rendu, mais il est resté à l'écart, et à partir de là, Casey a commencé à commenter aussi sur les réseaux sociaux, et lorsqu'il parlait de Maribel, il parlait au passé. Voilà, Maribel était une femme extraordinaire, c'était ma meilleure amie, voilà, tout ça. Le problème c'est que vraiment Joy est très malin, il est très intelligent. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, les fouilles n'ont absolument rien donné. Et en même temps, il était le seul de l'entourage de Mirabel de ne pas avoir d'explication claire. Oui, c'est ça. Le 15 mai, on a un peu fouillé son passé. Donc, il vient du Tennessee, donc un état dans lequel il avait tout perdu. Il a perdu son travail, ses parents étaient décédés et il s'est disputé violemment avec sa sœur pour une question d'héritage apparemment. Du coup, on a aussitôt téléphoné à sa sœur, on a réussi à retrouver ses coordonnées. Elle avait tellement peur en fait qu'elle a demandé une ordonnance restrictive. Elle a dit que son frère était un monstre. C'est ça. Du coup, à partir de ce moment-là, on a envoyé une équipe en planque pour le surveiller 24 heures sur 24. Exactement. Donc là, depuis 2 jours, effectivement, il est sous surveillance. Alors, on a remarqué qu'il se rendait souvent à la bibliothèque et qu'il utilisait les ordinateurs portables de la bibliothèque. Donc, on a réussi à faire en sorte de rentrer dans les ordinateurs et pour pouvoir voir ce qu'il fait à distance. C'est ça. Alors, pour l'instant, on a pu voir exactement ses recherches. Donc, on a pu suivre ce qu'il faisait. Il a recherché si un téléphone devait être allumé pour être localisé. Il a également recherché à quelle vitesse se décompose un corps. Oui, le problème c'est que ces recherches ne suffisent pas à l'accuser. Parce que n'importe qui peut se demander en combien de temps se décompose un corps sur internet. Exactement. Donc voilà, ces recherches sont accablantes mais ne suffisent pas pour être des preuves. Ouais. Alors la mère de Mirabel a organisé une marche blanche en l'honneur de sa fille. Oui, elle est censée avoir lieu demain. Ouais. Pour l'instant, on a une équipe qui recherche et donc là, depuis mon ordinateur, je peux aussi vérifier ce qu'il fait. Et maintenant que je vous ai fait un petit topo de l'affaire, on va continuer de surveiller. C'est ça. Alors, hop, tac. Ouais. C'est ça. Alors, je tourne mon ordi. Hop. Voilà. Tiens, bah ça tombe bien, il est à la bibliothèque. Ouais.
dézoomer là. Où est-ce qu'il va? Regardez. Ouais, il est en train de zoomer là sur un canyon. Là, il y a un arbre. Ouais, on récupère l'adresse. Hop, je prends le point GPS. Je vais l'envoyer à l'équipe de surveillance. Et je vais envoyer quelqu'un y aller. Ouais, heureusement il vient d'effacer son historique. Ok, donc là je viens d'envoyer 2 agents sur les lieux. Ouais. Et ils me tiennent au courant. Et ils sont pas loin, ils devraient y être dans un quart d'heure. Oui, bah écoutez, prenez une petite pause, allez prendre un café. Avec plaisir, oui. Non, noir sans sucre. Merci. Merci. Alors, oui, il devrait pas tarder à arriver sur place. Oui, oui, j'ai la localisation GPS de toute façon. Oui. Tiens, bah c'est eux qui m'appellent. Inspectrice Lovonil. Très bien. Ok, je vous passe sur l'ordinateur pour montrer à notre collègue. C'est leur caméra. Ok, c'est bon, je capte. Ok. Donc vous êtes sur place. Là, vous venez de vous partager le terrain. D'accord. Il a bien zoomé sur l'arbre, donc potentiellement, ça serait autour de l'arbre. Rappelez-moi si vous avez trouvé quelque chose. Très bien. Bon, ils sont en train de fouiller. En même temps, je pense vraiment qu'il n'y a aucune chance pour retrouver Mirabelle encore en vie. Là, même s'il n'y a aucune preuve, tout porte à croire que son colocataire lui a fait quelque chose. Ouais. Peut-être qu'il aurait tout simplement pas apprécié le fait qu'elle le repousse ainsi, et que si lui ne pouvait pas l'avoir, alors personne d'autre ne pourrait l'avoir. Oui, et puis bon, avec ce que sa sœur a dit à son propos, c'est sûr. Oui. C'est vrai que ce dossier-là, ça fait plus de 10 jours qu'on est dessus. Vous savez ce qu'on dit, hein. Quand on ne retrouve pas la personne au bout de 48 heures, il y a de grandes chances que on la retrouve pas en vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la police? D'accord, je vois. Pas du tout. J'étais partie pour faire des études de communication. J'avais commencé. Je me suis faite agresser un soir. Et à partir de là, j'ai changé de voie totalement. J'ai quitté mon école pour me lancer dans la police. Je voulais justement protéger les femmes des agressions de toutes sortes dans la rue. Et je suis très vite montée en grade et devenue inspectrice, d'abord dans les crimes et notamment dans les crimes envers les femmes. Oui, au début c'était uniquement les agressions et petit à petit je suis arrivée à enquêter sur des meurtres, sur des tueurs en série. Oui,
appeler